30 ans d'immobilisme renversés en 3 ans. L'accélération déroute, car des États mieux dotés s'enlisent encore malgré ressources, experts et promesses venues de l'extérieur. Que change Ibrahim Traoré pour votre quotidien concrètement ici? Sur un horizon court, la promesse se précise: transformer un pays dépendant en nation capable de produire, réparer et décider par elle-même. L'idée centrale reste mesurable: offrir à chacun un bénéfice concret en reprenant la maîtrise de leviers vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger, financer. Mais la fenêtre est fragile. Chaque chantier réussi peut repositionner le Burkina Faso. Chaque échec peut refermer l'élan. Ici, le récit fixe sa promesse et le niveau réel de risque qu'elle implique. Le bénéfice est simple: comprendre où la méthode fonctionne et où elle peut céder. L'enjeu dépasse le commentaire politique, car la transition observée touche directement la capacité d'un pays à produire, décider et corriger par lui-même. Si la promesse tient, les résultats deviennent mesurables et visibles dans la vie quotidienne. Si elle échoue, la fenêtre ouverte peut se refermer durablement. Sous Ibrahim Traoré, le pari n'est pas rhétorique mais opérationnel, fondé sur l'exécution simultanée de plusieurs chantiers vitaux. Cette approche concentre les risques: un retard, une mauvaise coordination ou une maintenance insuffisante peuvent neutraliser des gains pourtant réels. Mais elle concentre aussi les effets, car chaque succès renforce le suivant lorsqu'ils sont reliés. Le récit promet donc une lecture précise des mécanismes, sans glorification ni procès d'intention. Il s'agit d'observer comment une population exigeante réagit lorsque les décisions cessent d'être abstraites. La question centrale reste suspendue: cette cohérence peut-elle durer sans s'épuiser? En 3 ans seulement, 10 projets nationaux ont émergé comme une architecture cohérente plutôt qu'une suite d'initiatives isolées. Ce chiffre éclaire le basculement. La vitesse ne vient pas d'un hasard politique, mais d'une mécanique volontaire assumée. Voici le point de bascule qui éclaire l'articulation d'ensemble. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition a cessé de traiter les urgences séparément pour relier 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer, au sein d'un même système opératoire. Avant la transition, chaque secteur avançait en silo, exposé au moindre retrait de financement ou à une rupture d'importation. L'agriculture restait fragile, l'énergie intermittente, la santé dépendante, le logement précaire et la finance largement tournée vers l'extérieur. La vulnérabilité n'était pas théorique. Une panne suffisait à paralyser une région entière. Le contexte explique alors le choix stratégique. Plutôt que multiplier des programmes, la transition a cherché à créer des chaînes d'usage. Produire exige de transformer. Transformer appelle des routes. Les routes requièrent de l'énergie. L'énergie stabilise hôpitaux et écoles. L'eau et la finance sécurisent l'ensemble. Chaque décision répond à une faiblesse identifiée, sans promesse hors sol. Cette logique rend les résultats lisibles, comparables et corrigibles dans le temps. C'est ici que la promesse devient mesurable. Les premières infrastructures visibles n'ont pas été pensées comme des symboles, mais comme des leviers. Elles devaient changer les comportements ordinaires avant de convaincre par des bilans. Cette priorité donnée à l'usage explique la cadence observée et la perception d'un tournant rapide malgré des moyens limités. La question suspendue depuis l'ouverture trouve ainsi un début de réponse. Le basculement ne repose pas sur une figure seule, mais sur une méthode qui aligne besoins, outils et usages. Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence de cette mécanique, non comme son unique moteur. La suite montrera comment ces choix se traduisent très concrètement dans les premières vies touchées. Pour saisir comment la dynamique se matérialise, il faut quitter les bilans et suivre ceux qui en ressentent les premiers effets.
Ils ne sont ni décideurs ni porte-parole, mais acteurs ordinaires dont les gestes quotidiens traduisent les choix structurels en usages concrets. À ce stade, le changement n'est pas encore massif. Il est localisé, parfois discret, mais déjà observable. À Kouougou, Mariam travaille à la Red Gold Factory, première pièce visible de la chaîne engagée. Avant, une partie de ses récoltes de tomates se perdait faute de débouchés fiables. Aujourd'hui, chaque lot transformé trouve une valeur stable. Son revenu devient plus prévisible, son travail reconnu, et l'effort agricole cesse d'être soumis aux seules fluctuations extérieures. Ce basculement reste modeste à l'échelle nationale, mais il modifie un comportement clé. Produire n'est plus un pari incertain. Dans un village relié au programme Yélène, un instituteur décrit un autre impact précoce. Les cours du soir, abandonnés pendant des années, reprennent dès l'arrivée de l'électricité solaire. Les élèves restent plus longtemps, les parents s'impliquent davantage et l'école retrouve un rôle structurant après la tombée de la nuit. Ce progrès n'est pas technique, il est psychologique, car il redonne la sensation d'avancer par ses propres moyens. Ces trajectoires dessinent un fil commun. Lorsqu'une infrastructure fonctionne, elle transforme l'usage, puis la confiance collective. Sous Ibrahim Traoré, cette confiance devient un indicateur précoce. Avant les statistiques, elle signale si la méthode commence réellement à prendre. Tout commence par un déclencheur que peu avaient anticipé, tant il paraissait ordinaire. Des récoltes locales pourrissent sur place, tandis que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'étranger, plus chers, plus rares et hors de portée. Ce constat, apparemment agricole, agit comme un électrochoc politique. Il révèle que la dépendance n'est plus seulement une contrainte héritée, mais une construction devenue intenable pour la vie quotidienne. Dans ce moment précis, Ibrahim Traoré capte une indignation diffuse et la convertit en impulsion structurée, orientée vers l'action plutôt que vers la dénonciation. Le déclenchement se transforme alors en séquence organisée. La priorité n'est pas de proclamer une rupture, mais de bloquer une perte évidente, empêcher que des milliers de tonnes de tomates continuent d'être détruites chaque saison. La décision d'implanter la Red Gold Factory marque l'entrée dans la phase décisive. L'usine n'est pas conçue comme un symbole politique, mais comme une réponse directe à un problème mesurable. 8 millions de dollars sont mobilisés pour bâtir un outil industriel local capable de transformer ce qui échappait jusque-là au pays. En quelques mois, les coopératives se structurent, les contrats agricoles deviennent lisibles et la production cesse d'être aléatoire. 150 emplois directs apparaissent, tandis que des milliers d'autres se consolident autour des flux d'approvisionnement. La récolte change de statut. Elle devient une ressource nationale intégrée à une chaîne cohérente. La phase décisive s'amplifie avec la question logistique. Transformer sans acheminer n'aurait fait que déplacer le problème. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire devient alors la seconde pièce du pivot. 120 millions de dollars sont investis pour ouvrir un corridor maîtrisé, réduisant les coûts de transport et accélérant les échanges. Chaque kilomètre pavé rapproche la production du marché, raccourcit les délais et stabilise la valeur créée par l'usine. Le transport, autrefois dépendant de circuits extérieurs, se transforme en levier interne. Les coopératives élargissent leur rayon d'action et les échanges gagnent en continuité. L'énergie marque ensuite le point de bascule visible. Le programme Yellen connecte 150 villages et offre un accès stable à l'électricité à 300 000 personnes. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées, les écoles étendent leurs horaires et les ateliers fonctionnent au-delà du cycle solaire. La lumière modifie la temporalité collective. La nuit cesse d'être un frein et devient un espace d'apprentissage et de production. Ce changement accélère la cadence générale.
car il soutient simultanément l'éducation, la santé et l'activité économique. Viennent alors les répliques moins spectaculaires mais décisives. Le barrage Ziga de stocke 40 millions de mètres cubes d'eau, sécurisant l'irrigation et l'accès sanitaire pour environ 600 000 personnes. L'eau stabilise les rendements agricoles et réduit la vulnérabilité en saison sèche. En parallèle, la Bank ouvre 67 agences, rapatrie l'épargne nationale et distribue 15 000 microcrédits. La finance, longtemps tournée vers l'extérieur, commence à circuler à l'intérieur du pays. Lorsque ces maillons s'imbriquent, la séquence se referme. Produire, transformer, transporter, éclairer et financer cessent d'être des actions isolées. Elles forment une mécanique continue où chaque décision renforce la suivante. Sous Ibrahim Traoré, la ligne des événements ne raconte pas une succession de coups d'éclat, mais la construction progressive d'un fonctionnement interne. C'est cette continuité, plus que la vitesse seule, qui transforme un déclenchement ponctuel en dynamique durable. Avant la transition, la plupart des indicateurs essentiels décrivaient un système fragile et disjoint. Le point de départ énergétique était particulièrement révélateur. Avant 2022, moins de 15% des localités du pays disposaient d'un accès permanent et stable à l'électricité. Ce chiffre signifiait concrètement des écoles contraintes d'arrêter les cours à la tombée du jour, des centres de santé dépendant de solutions de fortune et des activités productives limitées par le cycle solaire. L'énergie n'était pas un levier de développement, mais un facteur d'incertitude quotidienne. 3 ans plus tard, l'écart apparaît nettement. Le taux d'accès stable dépasse désormais 48% des localités, soit un changement rapide à l'échelle régionale. Cette progression ne se limite pas à une amélioration technique, elle modifie l'usage du temps. Les écoles prolongent leurs horaires, les ateliers fonctionnent en soirée et les hôpitaux réduisent leur dépendance aux générateurs improvisés. L'électricité devient ainsi la base productive sur laquelle d'autres secteurs peuvent s'appuyer sans rupture permanente. Le second indicateur concerne l'eau, ressource critique dans l'espace sahélien. Avant, l'approvisionnement restait irrégulier, exposant culture et hygiène aux aléas climatiques. Avec le barrage Ziga 2, plus de 40 millions de mètres cubes d'eau sont désormais stockés et mobilisables. Ce volume permet d'irriguer des centaines d'hectares et de sécuriser l'accès à l'eau pour environ 600 000 personnes. L'impact dépasse le confort immédiat. Une marge hydrique prévisible stabilise les rendements agricoles et réduit les risques sanitaires. L'eau cesse d'être une variable incontrôlable pour devenir un paramètre gérable dans la planification locale. Le troisième indicateur, moins visible mais décisif, touche à la finance. Avant 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient logés dans des banques étrangères, échappant largement au circuit économique interne. Ce point de départ traduisait une fuite structurelle des capitaux et une faible capacité d'investissement local. Avec la Bank, le écart s'inverse progressivement. Plus de 60% de ces fonds sont désormais rapatriés. 67 agences territoriales et 15 000 microcrédits irriguent coopératives, artisans et petites entreprises. La finance commence à jouer un rôle d'amortisseur interne plutôt que de simple canal d'exportation de l'épargne. Pris ensemble, ces trois écarts dessinent une trajectoire cohérente. L'électricité allonge les heures productives, l'eau stabilise les rendements et la finance soutient l'investissement local. Chaque progrès renforce le suivant, réduisant la vulnérabilité aux chocs extérieurs. Les chiffres ne servent pas ici de décor mais de test de cohérence du modèle. Sous Ibrahim Traoré, ils deviennent un outil de pilotage. Mesurer, comparer, corriger.
C'est ce socle quantifié qui permet de distinguer une accélération conjoncturelle d'une transformation structurelle encore en cours. Deux objections solides reviennent lorsqu'on examine la trajectoire engagée. La première affirme qu'une autonomie réelle serait illusoire pour un pays enclavé, pauvre en ressources stratégiques et historiquement dépendant des circuits extérieurs. Selon cette lecture, réduire l'aide et relocaliser les chaînes productives affaiblirait la croissance car les importations et les bailleurs auraient de longtemps servi de colonne vertébrale à la stabilité économique. L'argument paraît rationnel. Sans accès direct aux marchés mondiaux et aux capitaux internationaux, l'économie risquerait l'asphyxie. La seconde objection porte sur le rythme. Elle soutient qu'une transformation trop rapide crée des déséquilibres internes, surcharge administrative, pénurie de compétences locales, fracture entre zones modernisées et territoires laissés en marge. Dans cette perspective, multiplier les chantiers simultanément pourrait épuiser les ressources humaines et provoquer des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, annulant les gains initiaux. Le risque serait alors moins l'échec visible que l'essoufflement progressif. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux, mais confrontées aux données observées depuis la transition, elles perdent une part de leur force explicative. La réduction significative de l'aide extérieure après 2022 n'a pas entraîné de contraction économique immédiate. Au contraire, la stabilisation des filières agricoles et la transformation locale ont doublé les recettes issues de certaines productions précisément parce que la valeur n'est plus captée à l'extérieur. Le système n'a pas remplacé une dépendance par un vide, il a substitué des flux internes à des flux importés. Sur le second point, les indicateurs d'usage contredisent l'idée d'un déséquilibre généralisé. Les écoles rouvrent en soirée grâce à l'électricité, les routes fluidifient les échanges et l'accès à l'eau s'étend sans rupture majeure. Ces évolutions suggèrent une stabilisation progressive plutôt qu'un emballement incontrôlé. Les infrastructures locales, en se renforçant mutuellement, réduisent la probabilité de choc en cascade. La réponse n'est donc ni triomphale ni défensive. Elle repose sur une méthode vérifiable. Produire localement, connecter les maillons, mesurer les effets et corriger. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline opérationnelle permet de répondre aux critiques sans nier les risques. La question n'est plus de savoir si le modèle est parfait, mais s'il peut continuer à s'ajuster sans se rompre. Ce point marque un basculement discret mais décisif. Ce qui ressemblait jusque-là à une suite de décisions volontaristes commence à produire ses effets sans impulsion constante. Les infrastructures mises en place ne dépendent que plus uniquement d'annonces ou d'arbitrages centraux. Elles entrent dans une phase d'usage routinier. À ce stade, la mécanique révèle sa nature réelle. Les équipes locales formées sur les premiers chantiers poursuivent l'extension de l'énergie et de l'eau sans attendre de nouvelles instructions. La maintenance devient un réflexe. Les ajustements se font sur le terrain et les corrections interviennent plus rapidement. L'autonomie cesse d'être une intention politique pour devenir un comportement institutionnel. Le rôle d'Ibrahim Traoré évolue alors sensiblement. Au départ, il initiait le mouvement et en fixait la cadence. Désormais, il en oriente surtout les priorités, tandis que la dynamique acquiert sa propre inertie. Dans les villages électrifiés, les cours du soir ne rouvrent plus par directive mais par habitude. Les coopératives utilisent les microcrédits comme un outil normal de gestion, non comme une exception. Ce moment charnière révèle un changement de registre. La transformation ne repose plus sur la visibilité politique, mais sur la répétition des usages. Lorsque produire, éclairer et financer deviennent des réflexes, la cohérence commence à se défendre d'elle-même.
La question suivante s'impose alors. Jusqu'où cette inertie peut-elle protéger le système face aux chocs extérieurs? Les effets visibles de la dynamique ne se lisent du plus seulement dans les bilans globaux. Ils apparaissent désormais à quatre niveaux distincts, qui permettent d'évaluer jusqu'où une souveraineté construite par l'usage peut s'étendre sans se diluer. C'est ici que la question ouverte plus tôt trouve une réponse opérationnelle. Que produit réellement cette méthode dans la vie quotidienne sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Dans les foyers des villages électrifiés, le premier changement concerne le temps. Les familles disposent de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir, ce qui transforme l'organisation domestique. Les enfants étudient sous une lumière stable, les femmes prolongent des activités artisanales et les dépenses liées au kérosène diminuent. Ce gain de régularité réduit l'incertitude quotidienne et rend possible une planification minimale là où dominait auparavant l'adaptation permanente. À l'échelle nationale, l'impact se mesure dans la continuité des services. Les hôpitaux sortent de l'improvisation énergétique, les écoles fonctionnent à double horaire et les routes réduisent les ruptures logistiques. La Bank maintient les capitaux sur le territoire, offrant à l'administration une marge de manœuvre nouvelle pour organiser ses priorités. La cohérence opérationnelle devient un atout institutionnel. Une défaillance locale perd sa capacité à paralyser des régions entières. Pour les agriculteurs, les coopératives et les petites entreprises, la chaîne commence à se refermer. La Red Gold Factory stabilise les débouchés, empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les microcrédits financent que du matériel, sécurisent les flux et rendent les filières plus prévisibles. L'eau stockée par Ziga 2 réduit les pertes en saison sèche et améliore les rendements. À ce niveau, la souveraineté se matérialise dans chaque récolte vendue localement et chaque contrat conclu sans intermédiaire extérieur. Enfin, les pays voisins observent la trajectoire avec une attention accrue. Des délégations du Mali, du Niger ou de la Guinée examinent la logique produire, transformer, financer comme un modèle adaptable. Les échanges horizontaux gagnent en importance, réduisant une dépendance verticale ancienne. La méthode associée à Ibrahim Traoré commence ainsi à exister comme référence régionale, non comme discours, mais comme enchaînement de pratiques. À travers ces quatre niveaux, une ligne commune se dégage. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce simultanément les foyers, les institutions, l'économie et la position régionale. La dynamique répond ainsi à la promesse initiale tout en ouvrant une nouvelle interrogation. Comment cette cohérence résistera-t-elle aux mois à venir? À partir de ce point, l'analyse ne cherche pas à prédire l'avenir. Elle propose plutôt trois trajectoires plausibles permettant d'évaluer la solidité de la cohérence déjà observée. Ces scénarios reposent sur les mêmes infrastructures, mais diffèrent par leur capacité à absorber des pressions internes et externes. Dans une trajectoire de consolidation maîtrisée, les projets existants poursuivent leur montée en régime sans rupture majeure. L'énergie solaire se stabilise, soutenant les ateliers ruraux et les écoles à double horaire. Le barrage Ziga 2 maintient une marge hydrique suffisante pendant les mois les plus secs, tandis que la Bank continue de rapatrier l'épargne et d'alimenter les coopératives. La croissance reste modérée mais régulière, portée par la production locale et une discipline administrative constante. Ce scénario prolonge l'inertie positive déjà visible, sans accélération spectaculaire ni recul marqué. Dans une trajectoire d'extension régionale, la cohérence interne devient un levier diplomatique et économique. Les coopérations avec le Mali, le Niger ou la Guinée se renforcent et des corridors sahéliens
gagnent en densité. Les échanges agricoles transformés se fluidifient, réduisant la dépendance aux ports éloignés. La finance territorialisée soutient davantage d'investissements locaux et certaines filières gagnent en compétitivité. Dans ce cas, la méthode associée à Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme une exception nationale et commence à inspirer des adaptations régionales. Dans une trajectoire dégradée, l'environnement extérieur devient plus contraint. Les marchés se resserrent, les exportations ralentissent et l'inflation pèse sur les ménages. La croissance fléchit et les marges budgétaires se réduisent. Cependant, les infrastructures d'énergie et d'eau amortissent le choc. Les écoles continuent de fonctionner, les centres de santé maintiennent leurs services et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. Le système ne progresse plus rapidement, mais il évite l'effondrement. Ces trois trajectoires partagent une constante. La cohérence structurelle agit comme un stabilisateur, qu'elles servent à accélérer ou à résister. La question clé n'est donc pas la vitesse maximale atteignable, mais la capacité du système à rester ajustable lorsque les conditions changent. À ce stade, la transformation ne se comprend plus seulement par des infrastructures ou des indicateurs. Elle se lie dans la manière dont différents groupes réévaluent leur place et leurs attentes face au pays. Trois cercles se distinguent nettement: les individus, les communautés et la diaspora. Dans les écoles, les ateliers ou les champs, enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent un même sentiment. Leurs efforts produisent enfin un effet visible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel ou une récolte écoulée localement deviennent que des preuves tangibles d'efficacité retrouvée. Ce lien direct entre action et résultat renforce l'estime de soi et réduit l'impression d'agir en vain. Le quotidien redevient prévisible, même modestement, ce qui change la manière de se projeter. Au niveau collectif, l'accès à l'énergie, à l'eau et à la finance permet une réorganisation des priorités locales. Les villages planifient à nouveau. Cours du soir, projets agricoles, entretien des équipements. La souveraineté cesse d'être un discours lointain et devient un cadre d'action partagé. Chaque communauté retrouve une capacité d'initiative sans attendre une intervention extérieure systématique. Sans forcément revenir, des Burkinabés de l'étranger ajustent leur posture. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent scindent du matériel ou envoient des compétences ciblées. Ce mouvement reste prudent, mais il traduit une confiance renouvelée dans la cohérence du pays. À travers ces trois cercles, une constante apparaît. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. Sous Ibrahim Traoré, ce lien devient un levier silencieux, souvent plus décisif que les annonces publiques. C'est lui qui conditionne la profondeur réelle d'une transformation appelée à durer. Pour que la dynamique observée se maintienne, la méthode doit rester lisible et reproductible. Elle ne repose pas sur une multiplication de projets, mais sur une séquence claire où chaque étape prépare la suivante. Sous Ibrahim Traoré, cette feuille de route s'articule autour de 5 mouvements simples, chacun associé à un acteur, une action et un critère de suivi. D'abord, les autorités nationales définissent des priorités limitées: énergie, eau, santé, éducation ou finance, afin d'éviter l'empilement. Chaque chantier cible un besoin unique et mesurable, ce qui réduit les risques de dilution. Le critère principal reste l'usage réel observé sur le terrain. Ensuite, les techniciens et opérateurs sont formés sur place pour assurer la continuité. L'objectif est que chaque infrastructure puisse fonctionner sans dépendre d'interventions extérieures permanentes. La mesure porte sur l'autonomie de maintenance. Puis, les projets ne sont jamais isolés. L'énergie soutient la production, l'eau renforce la santé, la finance alimente routes et coopératives.
La cohérence s'évalue par la continuité d'usage entre ces maillons. Viennent alors des bilans publics réguliers utilisés comme outil d'ajustement. Ils révèlent les blocages et orientent les arbitrages, maintenant la confiance. Enfin, le modèle n'est pas imposé, mais montré. Les partenariats régionaux deviennent l'indicateur de sa crédibilité. Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle offre toutefois un cadre pour avancer sans perdre l'alignement initial. Le soir, Mariam quitte l'usine alors que la chaleur retombe lentement sur Kougou. Sur ses mains restent les traces du travail et autour d'elle, les lumières issues du programme Yélène dessinent une clarté qui n'existait pas quelques années plus tôt. Les enfants lisent sous cette lumière stable, les familles prolongent les échanges et le temps semble s'être légèrement élargi. Ce décor ordinaire agit comme un rappel silencieux de ce que la transformation signifie lorsqu'elle se traduit en usage quotidien. Ce qui frappe, ce n'est pas le spectaculaire, ce sont les gestes répétés. Produire sans perdre, étudier après la nuit tombée, irriguer sans attendre la pluie, financer sans dépendre d'un circuit lointain. Alignés, ces gestes modifient le rythme d'un pays plus sûrement que des proclamations. Ils montrent comment une cohérence patiente peut remplacer des décennies d'attente. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme le point d'impulsion d'une méthode. Une méthode qui privilégie les petites victoires cumulées plutôt que les promesses solennelles. Les routes, les écoles, les ateliers et les pompes à eau ne sont pas des symboles figés. Ils deviennent des outils vivants, ajustés chaque jour par ceux qui les utilisent. La transformation n'avance pas par miracle. Elle progresse parce que les usages se stabilisent et que la confiance suit. Lorsque les gestes individuels et les structures collectives s'alignent, quelque chose de décisif s'installe durablement. Une nation avance quand ses gestes s'accordent. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à conclure par une injonction. Il invite plutôt à un déplacement du regard. Ce qui se dessine ici n'est pas une réussite figée ni un modèle à copier mécaniquement, mais une expérience en cours, faite d'ajustements, de tensions et de résultats visibles. Elle rappelle que les trajectoires collectives ne se transforment pas par un événement unique, mais par l'alignement progressif des actes ordinaires. Dans cette perspective, le cas observé sous Ibrahim Traoré dépasse le cadre d'un pays ou d'un moment politique précis. Il pose une question plus large sur la manière dont une société choisit de relier ses priorités, de mesurer ses progrès et de corriger ses écarts sans attendre une validation extérieure permanente. La cohérence apparaît alors comme une ressource rare, parfois plus décisive que l'abondance des moyens. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il est d'observer, de comparer et de discuter sereinement ce qui fonctionne, ce qui résiste et ce qui reste fragile. Chaque contexte est différent, mais les mécanismes produire, relier, mesurer, ajuster parlent au-delà des frontières. La réflexion reste donc ouverte. Non sur un verdict définitif, mais sur une interrogation partagée. Dans votre propre réalité, quels gestes alignés pourraient, eux aussi, changer la trajectoire sur la durée?